Bonjour à tous. Eh bien voilà, c'est parti pour cette semaine du ZCL News avec vous et avec nous ensemble. Tous les midis, nous sommes avec vous à partir de 12h30 au juste 32. Mais enfin, on est là. On va recevoir dans un instant Leslie Lopin. Bonjour Madame Lopin. Bonjour Monsieur Zandronis. Vous êtes directrice de l'urbanisme, de la cohérence territoriale. On va parler du SCOT tout à l'heure. Vous saurez ce que c'est que le SCOT avec Monsieur Jacques Mangossi, qui est vice-président de la commission urbanisme, commission aménagement et urbanisme de l'espace communautaire, puisqu'on parle de Cap Excellence. Nous serons avec vous. Bernard Saint-Julien, administrateur du syndicat Initiative de la Ville du Moule, sera aussi avec nous. On parlera bien sûr de sa commune. Et puis on va terminer avec nos deux chroniqueurs, Jean-Luc Divial et Kenny Chamougon. Sinon, l'actualité, vous le savez, c'était la réélection, pratiquement, c'était acquis d'avance de Jocelyn Sapoti, c'était au Lamentin. Et, Olivier Moradel était sur place, on verra un peu les réactions. Réunion du quartier à Rivière-Sens, Vianney Valverde a fait le reportage. Inauguration du Monde du Géant. C'était dans le cadre de cette opération menée par la CAF pour les enfants. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Puis on terminera avec sport et handicap. Voilà le sommaire. On vous remercie d'être avec nous. Très fidèle, comme toujours, le midi à partir de 12h30 sur la radio Haute Tension et sur C10FM et bien évidemment sur le Facebook Live, puisque vous pouvez nous suivre aussi en Facebook Live, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique et en France. Je profite de l'occasion pour saluer tous ces gens des Guadeloupéens qui vivent là-bas et qu'on rencontre au fil des rues comme ça et qui nous disent qu'ils regardent avec beaucoup d'attention cette émission qui est une émission un petit peu fédérative pour les Guadeloupéens qui vivent en France, au moins en France, et qui peuvent suivre ce qui se passe ici. Et c'est très encourageant que notre émission serve aussi à cela. Alors, je vous l'ai dit, c'était dimanche dernier le deuxième tour des élections au Lamentin. Le premier tour avait vu l'arrivée en tête de Jocelyn Sapoti. Il était aussi avec deux autres concurrents, je veux dire, avec notamment Jocelyn Toribio qui voulait, José Toribio qui voulait faire un retour. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme il le souhaitait. Et c'est donc Jocelyn Sapoti qui, avec près de 52% des suffrages, remporte ce deuxième tour de cette élection qu'il avait déjà gagnée il y a déjà quelque temps. Reportage tout de suite, Olivier Moradel, on regarde. 535. Jocelyn Sapoti, 3428. Beaucoup d'émotions. Tout d'abord, permettez-moi de dire merci. Merci aux Lamentinois, à tous ceux qui ont bien sûr participé au vote, mais particulièrement à ceux qui ont voté et nous ont permis d'être vainqueurs et nous ont renouvelé leur confiance. Nous gagnons avec plus de 52%, plus de 850 voix d'écart. Je pense que les Lamentinois ont confirmé, et mieux confirmé que l'élection de 2020, parce que nous avons mieux gagné qu'en 2020. C'est la preuve de ce que nous avons appris pendant cette campagne, que ce qui s'est passé au tribunal, c'était un complot. Les Lamentinois, aujourd'hui, réalisent et voient le travail que nous avons fait et que Lamentin avance. Il reste encore des choses à faire. Malheureusement, nous avons pris 3 mois de retard sur des grands chantiers pour Lamentin. Donc aujourd'hui, ma seule préoccupation, et c'est celle-là, rattraper ce retard-là dès la semaine prochaine, se mettre au travail sur les grands dossiers de Lamentin pour pouvoir avancer et continuer à travailler pour la population lamentinoise à qui je dis merci. Merci encore, merci du fond du cœur. Merci à mon ami Christian Baptiste et à tous mes amis de GPS, mais aussi du PS, qui sont venus me soutenir et qui étaient là pour tous les combats. Merci aussi à tous ceux qui ne sont pas forcément du même bord politique que moi, mais qui étaient présents et qui m'ont soutenu et qui ont soutenu notre équipe parce qu'ils savent que le travail qu'on fait à Lamentin est un bon travail, en dehors bien sûr de toute étiquette politique. Nous avons reçu beaucoup de soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. Jocelyn Sapoti devrait retrouver son fauteuil de président de l'association des maires. Bien que ce ne sera pas le sujet, mais Jacques Mangou, une petite réaction quand même. Oui, merci.
Je me félicite de l'élection de Jocelyn Sapoti et je me félicite qu'il y ait un écart et que ça consolide un petit peu le poids de son poids personnel et le poids de la liste qu'il conduit, parce que une commune comme le Lamentin a besoin justement d'une équipe municipale et de conduire les projets voulus par une majorité de la population avec sérénité. Nous avons regardé, alors vous avez vu que la présence permanente, amicale, mais également politique de mon camarade de parti qui est Christian Baptiste. Oui. Nous avons été au sein de notre parti un peu prudents parce que nous ne voulions pas non plus, jeter l'opprobre vis-à-vis d'une partie de l'électorat de gauche et des Lamentinois qui pouvaient être auprès de José Toribio. Donc nous avons été relativement prudents, mais je me réjouis personnellement de l'élection de Jocelyn Sapoti, et puis que je pense que c'est également un déclic nécessaire pour que se constitue en Guadeloupe, des courants politiques, un courant politique qui soit une alternative à l'hégémonie du pouvoir actuel en Guadeloupe. On va y revenir un de ces jours. Alors, on reçoit Madame Lopin, Leslie Lopin, qui est donc directrice de l'urbanisme et de la cohésion territoriale. Alors, Madame Lopin, il y a un terme que les gens entendent, SCOT. C'est pas du scotch, hein, c'est pas une boisson. Ils entendent SCOT. Alors, qu'est-ce que c'est le SCOT pour les Guadeloupéens qui nous regardent et qui ne savent pas? Le SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, c'est un document réglementaire. Donc, oui. C'est un document que l'État nous demande d'élaborer sur le périmètre de l'EPCI, donc l'établissement public Cap Excellence. Sur la communauté d'agglo. La communauté d'agglo, voilà. Oui. C'est communauté d'agglo, donc Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao, qui regroupe ces trois communes, où c'est un document réglementaire pour l'aménagement du territoire. Donc, quelle est notre vision à horizon 2040 de l'aménagement du territoire et comment on atteint nos objectifs. Oui. Donc, c'est à ce que sert le SCOT, c'est à redéfinir le territoire, à donner une trajectoire en termes d'aménagement et d'urbanisme sur le territoire de Cap-Excellence. Ça signifie que tout citoyen de cet agglo est concerné par le SCOT? Ah oui, tout citoyen est concerné, mais pas que les citoyens, tous les usagers du territoire de Cap-Excellence, donc toute la Guadeloupe, on va dire, est concerné par le SCOT que nous élaborons actuellement. Oui. Alors, Jacques Bangou, vous êtes vice-président de la commission aménagement de l'espace communautaire. Vous avez été maire pendant plusieurs années dans une ville, la ville principale du point de vue commercial de la Guadeloupe. Alors, cet espace communautaire, comment, à l'horizon des années 2040, 2050, on va l'organiser? Alors, je vais me permettre justement, parce que c'est un peu notre rôle à tous les deux, d'apporter le regard un peu plus politique, plus élargi. Nous avons des communautés d'agglomération, des espaces communautaires qui sont relativement jeunes dans le paysage politique de la Guadeloupe. Et nous savons, nos références sont essentiellement à l'échelle communale. Oui. Quand vous voulez construire une maison, vous allez demander en mairie le PLH, vous allez chercher des documents qui permettent justement de se situer et de s'inscrire dans une dynamique et dans une construction de territoire. Et progressivement, aujourd'hui, on passe de cette échelle-là à une échelle intercommunale, à l'échelle des agglomérations, pour pouvoir définir comment nous voulons vivre dans cette agglomération à tout point de vue. Et c'est ce à quoi sert le SCOT, avec cette particularité pour le SCOT, c'est que nous ne sommes pas dans l'immédiateté, nous ne sommes pas dans le mandat actuel, voire dans le mandat d'après, donc nous ne sommes pas dans des politiques politiciennes. Dans la projection, dans la vision. Dans la projection. Dans la projection, à 20 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, comment nous nous projetons, comment nous imaginons que nos enfants, que ceux qui viendront après vont circuler, qu'est-ce que nous essayons d'anticiper comme problème et qu'est-ce que nous essayons de prévoir, d'aménager pour pouvoir rendre ce cadre-là le plus important possible, le plus agréable possible, sachant que les élus, d'ores et déjà, ont retenu un certain nombre de caps, à savoir la question environnementale qui est une priorité qui est inscrite donc dans le SCOT, la question du rôle du logement comme force de résilience par rapport à tout ce que nous vivons et tout ce que nous redoutons en termes
l'échéance climatique, le confortement du poids de l'économie dans l'agglomération, c'est le poumon économique de la Guadeloupe. Et puis la dernière chose, c'est la capacité d'avoir un transport qui permette à l'échelle de l'agglomération, mais forcément au-delà, à l'échelle de la Guadeloupe, d'avoir des déplacements qui nous permettent de vivre dans ce cadre-là. Avec des contraintes qui arrivent et dont on ne se doute pas encore tout à fait. Je pense à la non-artificialisation des sols, qui s'inscrit dans le paysage depuis la loi d'août de l'année dernière, et qui est une loi qui, à mon avis, je le découvre personnellement tous les jours, avec justement les cadres administratifs qui nous en font la lecture, à nous autres politiques, loi qui, à mon avis, est celle qui va le plus impacter la manière dont nous avions de construire nos territoires. Oui. Alors, Madame Lopin, on a entendu le discours politique, mais vous êtes la technicienne, enfin l'une des techniciennes. Comment ça va s'organiser concrètement? Alors, concrètement, le SCOT de Cap Excellence, comment on traduit les ambitions politiques. Aujourd'hui, les politiciens, les élus de Cap Excellence ont une vision du territoire, ont une vision à l'échelle du mandat, mais aussi un peu plus longue de qu'est-ce qu'ils veulent sur le territoire. Et le SCOT va venir récupérer tous ces partis pris, tous ces objectifs politiques et les traduire réglementairement avec une vision d'aménagement cohérente et résiliente du territoire. On peut prendre des exemples concrets. On s'est rendu compte le 3 février dernier, il a plu à Pointe-à-Pitre, ça s'est inondé rapidement, des enfants sont sortis de l'eau. Le SCOT doit traduire ça. Comment demain on veut que nos enfants sortent de l'école sans avoir les pieds mouillés? Ah bon? Alors, comment on fera? Comment on fera? C'est une autre façon d'aménager, de prendre en compte le risque et du coup de revoir nos canaux. C'est des canaux qui ramènent l'eau des exutoires du Grand Fond sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Et comment on peut réaménager ces canaux, comment on peut les élargir, comment on peut construire autrement pour que demain, ce qui s'est passé n'arrive plus à horizon 2040. Comment on peut préserver nos territoires agricoles? Aujourd'hui, on a 5 GFA sur le territoire qui produisent essentiellement de la canne, qui sont grignotés par de l'extension. Donc, on a parlé de zéro artificialisation, M. Bangou l'a dit. Comment on préserve ces territoires, ces GFA qui sont aujourd'hui, qui font l'économie de la Guadeloupe. Donc tout ça est traduit dans le SCOT. Donc toutes ces ambitions politiques sont traduites dans le SCOT et avec un règlement qui va s'appliquer au PLU. Donc le PLU, c'est un document qui est porté par les communes, qui est un document très important, puisque tout le monde veut construire sa maison, bien haute construire. Mais le PLU doit être en cohérence avec le SCOT. Donc c'est le SCOT qui va lui dire, là, tu peux ouvrir à l'urbanisme, là, non. Et si tu ouvres à l'urbanisme sur tel secteur, voici les prescriptions. Donc, c'est vraiment le document socle, un document socle très important qui vient vraiment cadrer la vie de tout citoyen de l'agglomération de Cap Excellence. Et comment le citoyen va interagir sur ce que vous venez de dire? Sur le SCOT. Donc, le citoyen peut interagir dans le cadre de la concertation publique. Donc, dans le cadre du SCOT, nous allons lancer une concertation publique à partir du 23 mars jusqu'au 4 février. Et là, c'est vraiment le lieu. 23 mars jusqu'au 4 avril? Au 4 avril, oui, excusez-moi. Février. Février, non. Jusqu'au 4 avril. Et là, c'est vraiment le lieu où le citoyen dit ce qu'il veut. Puisqu'on ne peut pas aménager un territoire et imposer. On s'est rendu compte que quand on impose, ça ne passe pas. Donc, les événements derniers nous l'ont montré. Donc, du coup, il faut qu'on soit dans la discussion, dans la transversalité, dans qu'est-ce qu'on veut, quel cadre de vie ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de cette concertation, que la population est amenée à nous dire, voilà, sur les orientations que les politiciens ont, voici ce que nous, concrètement, nous voulons, voilà, parce qu'on a 2 visions, on a 3 visions. Vision politique, on veut ça. Vision technique, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Mais finalement, la population, est-ce que c'est ce qu'elle veut? Et c'est à ce moment-là qu'elle vient nous dire, oui, c'est ce que je veux ou je le veux comme ça. Donc, c'est un moment très important. Alors, Jacques Bangou, ça signifie qu'au niveau du conseil communautaire, vous êtes d'accord sur cette orientation, c'est-à-dire tout parti confondu, tout groupe confondu, sans aucun clivage
Alors, la démarche d'une assemblée communautaire, Oui. au-delà des couleurs politiques, au-delà des origines géographiques, c'est d'abord une assemblée où tout le monde donne son avis et où il y a un vaste partage. Il y a d'ailleurs une politique à l'intérieur de CAP qui rend le débat le plus ouvert possible. Et en dernier lieu, ce seront les élus de la communauté d'agglomération qui, en finale, vont valider, vont orienter les orientations faites auparavant. Là, nous sommes à une étape où, à l'échelle des commissions, à l'échelle des groupes de travail, il y a des élus des 3 communes, des élus de tous bords, et qui travaillent avec un staff administratif, ce qui est pour moi une occasion de souligner le remarquable niveau de qualité de compétences même, et de compétences, il faut le dire. Oui, c'est ça, ce qu'on traduit par ingénierie, de compétences. Je me permets d'ajouter une compétence locale en plus. Voilà, je tiens, pour moi c'est important. Ce qui montre, et avec donc tout ce groupe, les administratifs d'un côté, les élus des 3 communes et de tout courant ensuite, eh bien, on construit étape par étape, sachant que c'est fait dans un partenariat avec l'État, parce que les services de l'État sont là pour nous rappeler l'encadrement législatif, les évolutions. Il a fallu, par exemple, faire passer en commission et en assemblée des transformations du SCOT pour l'aménager en fonction des évolutions législatives. Je vous ai parlé de la loi sur la non-artificialisation du sol, mais il y a la loi Élan et ses applications. Tout cela fait en sorte, l'État nous rappelle que ça doit être construit dans un cadre qui doit être cohérent. Eh bien, ce travail se fait donc à différentes étapes, et lorsque l'outil, lorsque le bébé est mûr, si on peut dire, eh bien, il va être présenté à l'ensemble des élus en assemblée communautaire, et là il y aura encore un large débat qui permettra d'amender s'il le faut, mais généralement dans un consensus qui aura été déjà trouvé avant, puisqu'il y a une participation de toutes les parties à l'élaboration de ce travail, et c'est une fois que le conseil communautaire a validé que, bien entendu, ça c'est opposable à l'ensemble des citoyens qui vivent dans l'agglomération et au-delà. Alors, Mme Lopin, je suis obligé de vous poser quand même la question. Peut-être M. Bangou portera une précision tout à l'heure. J'ai lu, et vous avez dû entendre ça, que la situation climatique fait que dans quelque temps, je ne dis pas que Pointe-à-Pitre et Abîme vont disparaître, mais enfin, il risque d'avoir un haussement du niveau de la mer, et peut-être des zones qui sont aujourd'hui non inondables, comme ici même à Jarry ou autre part, peuvent demain être... je ne dis pas sous l'eau, mais enfin, être atteinte. Est-ce que dans le SCOT, vous pensez à cette éventualité possible? Absolument. Il faut qu'on tienne compte. Ce n'est plus une probabilité. En gros, vous avez pris beaucoup de pincettes. Oui, non, je ne veux pas effrayer personne. Mais il ne faut effrayer personne, mais aujourd'hui, on se rend compte de façon récurrente. En 2020, c'était Perrin qui était sous l'eau. Si vous vous rappelez, il n'avait plus tout. Et il y a un CHU. Oui, je me souviens. Cette année, c'est Pointe-à-Pitre qui était sous l'eau. Mais des événements qui ont des occurrences de 2 à 5 ans se reproduisent maintenant chaque année. Pratiquement, oui. Pratiquement. Donc, du coup, c'est plus une probabilité aujourd'hui. Le niveau de la mer augmente. Les résultats du groupe international sur le climat nous disent concrètement, ils l'ont écrit, que la ville de Pointe-à-Pitre, ça serait peut-être une ville à relocaliser ailleurs. Donc, c'est vraiment, on est dans le concret à horizon de... Et puis là, nous, on parle du SCOT à horizon 2040, mais eux, ils sont à 2050, c'est-à-dire juste après. 10 ans après. 10 ans après. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont pris on tient compte dans le cadre du SCOT, et que l'on interroge fortement les élus sur est-ce qu'on continue à aménager alors qu'on sait que la zone est inondable? Est-ce qu'on continue à aménager comme on le fait aujourd'hui? Et c'est des questions que l'on pose et que l'on va traduire dans les règlements du SCOT. Est-ce qu'on continue à ouvrir à l'urbanisation l'ensemble du territoire, sachant que on le voit, on ne peut pas continuer à artificialiser nos sols, et du coup l'eau, elle ne se répand plus comme avant. Donc c'est des questions que nous posons dans le cadre du SCOT, que les services de l'État, M. Bangou l'a dit, le législateur regarde avec beaucoup d'attention, et que nous prenons en compte, puisque le territoire de Cap Excellence, c'est un territoire qui est exutoire des bassins des grands fonds. Donc toute l'eau qui sort de Morna, l'eau du Moule, revient chez nous et inonde l'ensemble de notre territoire. Et on a la mer qui
l'élévation du niveau de la mer qui se voit, quoi. On le voit à carénage. Oui. Quand on va dans les restaurants à carénage, ou même quand on passe à carénage, les maisons sont assises sur la l'eau. place de la Victoire, l'eau et la place de la Victoire sont déjà. Mais une partie de Pointe Pointe-à-Pitre est déjà sous le niveau de la mer. Oui. Donc c'est vraiment très inquiétant. C'est des éléments que l'on prend déjà en compte sans alerter la population, puisque nous sommes des aménageurs consensus à Cap Excellence. Oui. Donc l'objectif, c'est d'adapter le territoire et de travailler avec la population et les élus pour avoir le règlement qui s'appliquera au mieux au territoire et à ses contraintes. Ça veut dire, Jean-Marc, pas longuement pour aujourd'hui, mais on va en reparler, qui ont un nouveau Pointe-à-Pitre. Je pense, forcément, il y aura un nouveau Pointe-à-Pitre, mais surtout aujourd'hui, je veux insister sur le fait qu'il y a une nouvelle agglomération. Se dessine, nous travaillons à faire que le centre urbain de la Guadeloupe, qui est posé sur 3 pieds, qui sont les communes de Bémao, des Abîmes et de Pointe-à-Pitre, ce centre urbain se redessine complètement. Et ce travail qui est fait dans le cadre du SCOT, on peut le renvoyer à un travail qui est fait dans le cadre des rénovations urbaines qui se poursuivent sur les territoires des Abîmes et de Pointe-à-Pitre, avec justement des réaménagements, des rééquilibrages de population, mais ça renvoie également à des travaux qui sont faits justement sur les plaines agricoles et sur la limitation de densification que l'on cherche. Et je vous assure que il y a des frottements parce que c'est pas toujours évident, même dans la construction de quartiers qui sont en devenir comme Péray, il faut, un peu se battre pour avancer, à dire attention, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande densité parce que derrière, ce sont les plaines agricoles, ce sont les plaines inondées de Taonaba, c'est le déversoir des eaux qui vont ensuite être envoyées par canaux successifs vers le Rézé, vers Grand Camp et Pointe-à-Pitre. Donc tout cela, c'est un tout. Et il y a une nécessité d'avoir un regard qui soit à l'échelle de l'agglomération. Un regard de visionnaire surtout. Oui, absolument. Je pense que mais c'est passionnant et c'est pour ça que nous insistons auprès de la population pour dire venez non pas avec un esprit partisan, mais venez porter votre regard sur l'avenir, sur la construction d'un espace commun à l'échelle de l'agglomération qui est l'un des plus pertinents espaces communautaires qui existent à l'échelle nationale. Je ne parle même pas de la Guadeloupe. Et à cette échelle-là, il y a de quoi construire, il y a de quoi projeter beaucoup d'envie, beaucoup de desiderata, de résoudre beaucoup de contraintes et de faire œuvre de service public. Je pense que c'est important. Alors, Leslie Lopin, tout à l'heure, je vous disais concrètement, mais en fait, il y aura des ateliers où le public pourra, soit en webinaire, soit en présentiel, soit autrement, pouvoir intervenir sur cette question. Tout à fait. Donc, on va commencer avec 3 stands sur les marchés. Donc, on ira à Jardiland ce mercredi. Vendredi, nous serons au Bourg des Abîmes et samedi à Pointe-à-Pitre, donc sur les marchés habituels. Et après, à partir de lundi prochain, on aura des ateliers en présentiel et en webinaire. Donc, on voit à l'écran la programmation où la population sera invitée à participer de 17h30 à 20h aux ateliers avec des thématiques bien précises. Donc, 6 ateliers au total pour venir nous dire comment eux, ils voient le territoire à horizon 2040. Tant de niveau naturel, agricole, économique, jeunesse, tous les points de vue, habitat, seront balayés, seront brossés pendant ces ateliers et la population est amenée à venir discuter avec nous sur ces thématiques. Donc le premier rendez-vous, c'est le stand sur les marchés? Oui, c'est ça. Mercredi à Jardiland. D'accord. On prend note et puis après ça va suivre. Je pense que je vous avais dit jusqu'au 4 avril. Au 4 avril. Une série sauf le jour de la mi-carême. Non, le jour de la mi-carême. Non, quand même. Oui. Monsieur Mangou, on s'écarte un tout petit peu du sujet, mais juste une seconde. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Pourquoi vous habitez aussi sale en ce moment? Je n'ai pas mandat là pour pouvoir répondre, pour répondre à cette question. S'agissant de
S'agissant de la part de responsabilité de Cap Excellence, les services de Cap Excellence ont été appelés. Il y a, je rappelle, le président Éric Gelton a communiqué dessus il y a 2-3 jours, qu'il y a le remplacement actuel de toutes les bennes qui ont été brûlées. Et lorsqu'on voit la proportion de bennes qui a été brûlée sur l'ensemble du territoire, les 3 quarts ont été sur Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre est quasiment sans bennes. C'est ce qui explique... Je ne veux donner que des réponses d'ordre technique qui relèvent de la compétence que j'exerce ici là, en tant que vice-président communautaire. Oui. Ensuite, c'est sûr que c'est multifacteur. Mais je ne suis pas là vraiment pour polémiquer. Non, ce n'est pas une polémique, c'était juste une question. Je ne veux pas, en tout cas, je ne veux pas laisser la porte ouverte à une polémique. Le débat des discussions, il est ailleurs, voilà. D'accord. Bien écoutez, je vous remercie. On prend note de ce que vous avez dit. Premier rendez-vous donc pour le SCOT, ce sera à Jarziland, et puis toute une série de manifestations, de webinaires et de stands d'ateliers aussi. Oui, et d'ateliers. Tout à fait. Qui se feront où ces ateliers? Donc les ateliers, c'est écrit également sur la brochure qui va être dans le France Antilles. Ça va passer aussi à la radio. Donc chaque jour, on dira à la population où est les lieux de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous, et on attend vraiment une population nombreuse pour venir participer avec nous. On espère que la population qui nous regarde aujourd'hui a entendu surtout les points 3. Je crois qu'il y aura un atelier en mairie, il y en aura un autre à la salle Georges Tarret. Oui. Voilà, et sur Bémao, je ne sais pas. Donc ça signifie que l'enjeu même et l'avenir de l'agglo est entre les mains aussi des citoyens. Oui, absolument. C'est ce qu'il faut vraiment marteler. L'avenir, il est en discussion auprès des citoyens. Et c'est beaucoup plus important, beaucoup plus efficace qu'on peut le croire. Oui. Parce que de cette construction maintenant vont dépendre des aménagements qui vont créer le cadre de vie dans 20 ans. Donc c'est ça qu'on doit retenir. Ok, on a bien noté. Bien, je vous remercie d'être venu. Les 13 heures, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL avec une réunion de quartier à Rivière-Sens. Justement, probablement, je pense que là-bas aussi, on pense à ce qui va se faire dans cette région, dans la CSBT, parce que la question ne se pose pas seulement à Cap Excellence, mais dans toutes les régions de la Guadeloupe, toutes les communautés de la Guadeloupe, tout de suite. Voilà, il est 13h36, 34 minutes exactement, parce qu'on a 2 minutes d'avance. On va recevoir Kenny pour sa dernière chronique. Bonjour Kenny. Bonjour à toi, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, et il a choisi pour sa dernière chronique Code des femmes. Alors, Mylène Loyal, bonjour. Bonjour à vous. Claudine Lombion, bonjour. Bonjour Daniel. Et Olivier Laurence, bonjour. Bonjour. Bien, bon, alors c'est le Forum national des femmes entrepreneurs. Il y a que des entrepreneurs là devant moi. Voilà, c'est ça. On ne dit pas entrepreneuse, toujours pas. On dit toujours entrepreneur à la fin. Voilà, c'est parti. Générique, avant que Kenny présente toutes ces personnes. Ok, vas-y, présentation comme d'habitude. Comme d'habitude. BioBoss, concours des entrepreneurs avec avec un slogan qui est très évocateur. Elles ont osé, pourquoi pas vous. Et donc aujourd'hui, un panel de femmes entrepreneuses. Et comme on est vraiment dans cette dynamique de, comme on dit, la femme au pouvoir. Donc c'est le pouvoir des femmes. Le pouvoir des femmes, voilà. C'est différent. C'est donc concours qui a une belle renommée maintenant, depuis, je pense, 3-4 ans, c'est ça 3-4 ans. Et avec, je pense, un summum cette année, avec une reconnaissance de la ministre, qui est venue en Guadeloupe. Donc, Claudie nous racontera un petit peu ses échanges avec elle. Et sans plus tarder, je passe la parole à Claudie. Qu'est-ce que BioBoss et pourquoi y participer? Alors, BioBoss, vous l'avez dit, est un concours national, un forum des femmes entrepreneurs qui vise à récompenser les projets portés par des femmes, quelle que soit la thématique, tech ou économie sociale et solidaire. Donc l'objectif, c'est d'identifier, de promouvoir les projets innovants,
qui ont moins de 3 ans, porté par les femmes du territoire national. Donc c'est un concours itinérant qui fait le tour de France des régions. Et depuis 4 ans, donc j'ai proposé à l'organisation nationale de porter cette opportunité pour les projets des femmes de nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Île du Nord. Donc depuis maintenant 4 ans. Nous promouvons donc cette émancipation de la femme par l'économique au travers de l'entrepreneuriat avec un panel de partenaires. Nous étions une dizaine il y a 4 ans, plus d'une trentaine maintenant sur les 4 territoires, avec des partenaires qui sont à la fois partenaires au niveau national comme BNP, MAF ou encore les réseaux, le réseau des premières qui se déclinent en région Guadeloupe, Martinique et Guyane, et aussi tout un panel d'écosystèmes locaux avec, j'ai vu les French Tech, Guadeloupe Tech, Cibox cette année, donc tout un panel vraiment représentatif de l'accompagnement de l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'il est porté par une femme, c'est d'abord une entreprise, donc un écosystème qui vise à faire des femmes effectivement qu'elles prennent le pouvoir par l'économique. Et pourquoi y participer ? Alors pourquoi y participer ? C'est d'abord une visibilité, ça permet de mettre en lumière un projet d'intérêt, de rayonnement, on va dire déjà régional, voire national, puisque les porteuses de projets que nous espérons en tout cas qu'elles puissent candidater, ce sont des projets qui ont moins de 3 ans, qui ont validé leur business model, donc ça veut dire les entreprises sont déjà créées et qui ont identifié un marché sur lequel elles peuvent se développer au-delà des frontières, puisque c'est un concours, je le répète, national, donc qui a pour objectif de mettre en lumière des projets qui viseront à créer donc du PIB, bien sûr, pour la France, mais hors des frontières de leur quartier. Donc on est vraiment sur des projets qui ont pour objectif d'être duplicables et scalables à l'échelle nationale, voire caribéenne. Scalable. Il faut expliquer ce que voilà, ça veut pardon, dire, scalable. excusez-moi. Oui. Scalable, attention. Duplicable, oui. Voilà. On peut donc dupliquer un projet qui a été éprouvé sur le marché local. Voilà, donc duplicable, on peut le dupliquer, le démultiplier. Et scalable, c'est-à-dire qu'on a éprouvé sur un marché donné, on est sur 400 000 habitants, et bien on doit pouvoir monter en gamme et en puissance pour un marché de 60 millions d'habitants. Très bien, c'est belle traduction. L'édition 2022, quelles sont les nouveautés, si on peut dire ça ainsi ? Alors l'édition 2022 fera encore plus, on va dire, la part belle aux régions, puisque l'objectif cette année, c'est de pouvoir identifier sur chaque territoire des projets innovants et d'intérêt. Donc nous allons faire un bioboss dans le bioboss, j'aime à dire, puisqu'il va y avoir des présélections territoriales, tant en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Saint-Martin, donc du 30 mai au 3 juin, et la finale régionale Antilles-Guyane, donc le 30 juin prochain, qui va sélectionner les 2 représentantes Antilles-Guyane qui iront défendre les couleurs de la région, de nos régions, le 22 septembre à Paris. Donc 2 candidates qui seront sélectionnées sur chacun des territoires, ce qui fera 8 candidates à venir apprécier le 30 juin prochain. Beau concours. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la rencontre avec Madame la ministre. Alors, c'était extrêmement déjà gratifiant de pouvoir avoir la chance. Quel ministre ? Alors pardon, oui, donc moi de la femme oblige. Nous avons eu l'honneur sur le territoire d'avoir la visite ce week-end de Madame Elisabeth Moreno. Ministre à l'égalité des chances des hommes et des femmes, et voilà, la lutte contre les discriminations faites aux femmes, mais aussi de l'entrepreneuriat au féminin. Donc ça a été tout l'objet de notre échange, tout d'abord au sein de l'incubateur Les Premières de Guadeloupe, qui est notre partenaire historique depuis maintenant 4 ans, où nous avons évoqué avec elle l'importance de l'émancipation de toutes les femmes au travers de l'économique, et donc elle nous a félicité et salué sur cette démarche, cette dynamique qui est faite sur nos territoires, mais ensuite, lors de la table ronde où nous avons rencontré l'ensemble des associations qui sont accompagnées sur le territoire par la préfecture de Guadeloupe, et notamment Madame Fayot, la déléguée aux droits des femmes, qui accompagne tous les volets, en tout cas du ministère. Et ça a été vraiment très, on va dire, c'était un honneur de pouvoir présenter la démarche avec l'ensemble des écosystèmes et surtout la transversalité de la démarche, puisque je suis parfaitement convaincue, quand j'ai proposé de porter ce concours national sur nos territoires, que nous pouvons gagner le concours national. Nous pouvons en tout cas prouver aussi que nous avons les compétences pour avoir des entreprises d'exception hors de nos territoires. Très bien. Danick, des réflexions sur ce que... Non, tout est clair. Oui, ça va. Elle est accompagnée de 2 startups, Glad Market et
et VG Délices. Quel est leur rôle dans ce concours? Tout à fait. Alors, je suis très heureuse d'être accompagnée par deux lauréates. Une lauréate de l'édition 2020, donc Laurence Oniben de VG Délices, et la lauréate de l'édition 2021, représentée par sa chargée de développement, donc Glan Market. Voilà, donc je leur laisse la parole parce qu'elles ont des projets qui sont de très jolis projets, de belles personnalités, et je pense qu'elles sauront mieux que moi les présenter. Qui commence? On va faire chronologiquement. Donc effectivement, j'ai participé à la 2e édition, si je ne me trompe pas, de BioBoss. Donc édition spéciale d'ailleurs, en plein Covid. Voilà, ça a un peu gâché la fête parce que bien qu'étant finaliste régionale, je n'ai pas pu me rendre à la finale nationale. Enfin, j'ai concouru mais à distance, donc par visio. C'est vrai que c'était un petit peu dommage, mais voilà, étant enceinte à ce moment-là, j'ai préféré ne pas prendre de risques. C'était la grosse vague épidémique. Donc c'était quand même une très très belle aventure. J'ai pu en effet défendre mon projet VG Délices. Donc effectivement un projet innovant puisque c'est un concept qui n'existait pas avant sur nos territoires, donc une boulangerie-pâtisserie végétale. Donc on utilise uniquement des ingrédients d'origine végétale pour du coup défendre tout un ensemble d'engagements, donc une nourriture plus saine, sans cruauté, donc sans exploitation animale, et plus responsable pour l'impact vis-à-vis de l'environnement, en fait. Et tu n'as pas ramené quelque chose pour qu'on puisse... Non, malheureusement. Tu nous donnes l'eau à la bouche et tu n'as rien ramené. C'est compliqué, là. Si vous voulez découvrir, on est aux Galeries d'Ouelbourg à Jarry, n'hésitez pas à Donc, quelles sont les spécialités de VG Délices? Alors, on fait beaucoup de choses. On a une gamme de viennoiseries, du snacking salé, on fait même des bokits, on fait des plats chauds, des pâtisseries fines. Donc en ce moment par exemple on a un Saint-Honoré version végétale, on a des tartelettes passion ananas, on a du Mont Blanc. Vraiment, on a une gamme très très large. On a commencé effectivement surtout avec la pâtisserie à l'ouverture il y a maintenant 2 ans. Et petit à petit, j'ai développé. Donc, on fait du pain sans gluten. On a beaucoup d'options sans gluten. Et jusqu'à maintenant, la gamme traiteur où voilà, on suit nos clients sur des événements comme des mariages, des anniversaires, voilà, tout type d'événements, aussi des événements d'entreprise. Danick, on y va après, hein? Oui, non, Madame Loyal va nous expliquer le sens et la dynamique de sa start-up. Alors, je veux bien y aller. Voilà, surtout j'ai vu qu'il y a du sans gluten, donc oui. Je veux bien y aller. Alors je représente, donc je suis Mylène, je représente la start-up Glan Market, oui. Et nous luttons au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Oui. Ça veut dire que nous pouvons travailler par exemple avec la start-up de Laurence parce que en fait nous avons créé la première plateforme numérique collaborative aux Antilles-Guyane pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça veut dire que nous mettons en relation en fait des commerçants qui ont des invendus, des choses qui sont toujours comestibles, bonnes, mais qu'ils ne peuvent pas vendre parce que les dates de péremption arrivent, sont trop justes. Et donc ils créent des bags qu'ils mettent sur notre site et nos clients, notre communauté peut acheter à petit prix ces bags-là, ce qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, de consommer à petit prix et de faire aussi un geste pour la planète parce que ça réduit l'empreinte carbone. Et puis nous avons donc cette plateforme numérique, mais nous avons aussi cette lutte contre le gaspillage alimentaire que nous faisons au niveau des agriculteurs, c'est-à-dire dès la production, parce qu'il y a énormément de gaspillage dès la production. Et par exemple, grâce à BioBoss, ça nous a donné une visibilité sur le territoire qui était importante. Et nous avons pu avoir plus d'agriculteurs qui nous ont contactés de manière à écouler leur stock pendant le confinement, ce qui était très bien. Donc nous avons organisé des glanages, c'est-à-dire, est-ce que je dois développer? Parce que l'agriculteur, lui, va produire, mais donc il va vendre dans ses circuits traditionnels et ensuite il va
faire des cueillettes avec aussi ses clients. Et nous venons après la cueillette. Après la cueillette, en général, l'agriculteur, pour pouvoir récupérer son champ, va jeter tout ce qu'il y a dans ce champ. Ouais. Et souvent, comme les dernières fois, il y avait des tomates, des salades, des pastèques qui sont tout à fait comestibles et qui vont être jetés. Et donc, grâce à ça, donc, ils font appel à nous et nous organisons avec notre communauté un glanage. Et donc, nous allons directement dans les champs avec notre communauté et nous prenons et nous évitons que des pastèques, des tomates, des ananas, des melons soient jetés. Voilà, c'est dans ce sens. Je crois que c'est des opérations qui ont un grand succès. Ah oui, oui, parce qu'en fait... Je vois les photos de Clécia assez souvent. Exactement. Hein, et nous, avec ses bottes. Exactement, nous avons les bottes. Alors quand vous venez, il faut venir avec vos gants, vos bottes, votre sécateur, votre chapeau. Et en fait, c'est très très vite rempli parce qu'on fait très attention à ne pas abîmer le champ de l'agriculteur. Donc on ne prend pas beaucoup de monde. Donc on le fait de manière très... organisée de manière à ce que tout le monde puisse en tirer le bénéfice. Et c'est vrai que les gens adorent, ça fait une belle sortie familiale. Les gens viennent avec leurs enfants et ça nous permet aussi de développer cet axe qui est vraiment très important pour nous, qui est de changer les mentalités, d'apprendre dès le jeune âge à ne pas gaspiller. Savoir que c'est pas parce qu'un aliment va être un peu taché, parce que souvent des gens nous disent « Ah oui, mais... » tomate là, ni on petite tache là, ou qu'à glaner tomate là, bon. Donc voilà, c'est pas parce que la tomate est tachée, flétrie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons aussi, nous donnons sur une autre antenne des recettes de cuisine avec des aliments qui sont abîmés, flétris, de manière à pouvoir tout consommer et consommer en conscience. En fait, vous faites du recyclage, quoi. Alimentaire. Voilà, on le transforme, mais en tout cas, l'idée, c'est que nos poubelles soient un peu plus vides. Voilà. C'est une bonne chose. Et ce qui est intéressant de voir avec les deux exemples, c'est qu'on est sur une solution qui est plus ou moins tech, hein, en base. Hein. Et là, on est sur une solution qui n'a a priori rien à voir avec la tech, mais en termes de finalité, de goût, je pense qu'on s'y retrouve. Donc on peut, hein, le mix des deux serait intéressant. Hein. On est sur deux actions engagées, hein, un impact positif. Ouais, c'est aussi les profils de projets qu'on recherche aujourd'hui. Hein. Le dernier rapport du GIEC au niveau mondial, enfin le groupe qui travaille, les spécialistes mondiaux qui travaillent sur les prévisions en termes d'impact environnementaux, est alarmant. Enfin, on y est, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est de plus en plus de solutions qui, effectivement, permettent de conscientiser le plus grand nombre, mais aussi d'apporter un impact positif sur la main de l'homme, sur la planète. Donc, on a là clairement de beaux exemples de conscience, d'entrepreneuriat. On est quand même dans un entrepreneuriat, l'objectif d'une entreprise, c'est gagner de l'argent, clairement. On n'est pas une ONG, sinon on crée une ONG ou une association non lucrative, mais on le fait de manière éclairée. Et ça, c'est aussi cette démarche aujourd'hui qui est saluée par les concours de ce type. Très bien. Avant et après concours, quelle est la situation, évolution, hein? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, beaucoup d'évolutions. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de bénéfices en termes de visibilité. Et puis aussi savoir mieux étudier un petit peu, mieux faire le bilan de où on en est, dans quelle direction on doit aller avec les conseils qu'on a pu obtenir de la part des jurés, voilà, grâce aux différents échanges lors du concours. Donc moi, en ce qui me concerne, donc, en 2020, c'est vrai que c'était notre première pleine année d'exercice parce qu'on a ouvert décembre 2019. Depuis, l'équipe a vraiment grandi. J'ai élargi l'offre, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, j'ai 11 salariés, donc une grosse création d'emplois dont je suis fière. Et je salue mon équipe d'ailleurs au passage. Et du coup, effectivement, j'ai eu ce projet d'ouverture d'une deuxième boutique en Guadeloupe, mais c'est vrai que j'ai préféré prendre mon temps parce que c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite non plus dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir
d'abord solidifier bien ses bases avant d'aller dupliquer, comme l'a dit Claudie. C'est vrai que j'en ai vraiment envie, mais d'abord là, je veux m'assurer que les bases sont bien solides et peut-être un jour, on retrouvera VG Délices en Martinique, en métropole, dans les grandes villes françaises. Très bien. En ce qui nous concerne, pour Glen Market, ça a été une belle opportunité, beaucoup de visibilité aussi, et aussi découvrir aussi d'autres partenaires, pouvoir pas se comparer, mais travailler avec d'autres personnes, élargir ce réseau d'entrepreneurs. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, Laurence, avoir les conseils aussi des jurys, parce que là, en fait, quand on commence une start-up, on est à fond. Et c'est vrai que là, participer à ce concours, ça a été aussi faire une pause, se recentrer. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Pourquoi est-ce qu'on travaille au quotidien ? Et parce qu'il fallait l'expliquer, il fallait dire à l'autre exactement. Pitcher, ça, et donc, se concentrer. Et ça, c'était vraiment très bien. Et quant au développement, nous n'avons pas encore la chance d'être aussi bien accompagnés au niveau des collaborateurs, mais nous avons eu de nombreux stagiaires, beaucoup de demandes de gens qui ont envie de donner du sens à leur stage ou à leur métier. Alors évidemment, nous aimerions pouvoir embaucher bientôt, mais nous sommes jeunes. Et pareil, je crois que les choses se font comme elles doivent en fait, c'est-à-dire petit à petit, mais c'est vraiment l'objectif. Et nous, si nous faisons ce travail au quotidien, c'est parce que, comme vous l'avez dit, il fallait absolument que nous ayons un sens à ce travail. C'est bien, c'est une start-up, elle doit gagner de l'argent, mais elle doit aussi profiter à la communauté. Et c'est pour ça que on patiente et on espère que nous aurons le même développement que VG Délices. Tout à fait. Claudine, juste une question. Alors, les femmes maintenant, il faut les appeler boss. Aïe, aïe, aïe. Ah, de tout temps. De tout temps. Elles ont 3 métiers. Elles sont mamans, elles sont chefs d'entreprise, elles sont aussi peut-être même chefs de famille, puisque la ministre disait que 85% des familles monoparentales sont portées par des femmes. Donc voilà, déjà, c'est déjà ces métiers-là. Et ce qui fait aussi qu'il faut savoir que chaque année, en fait, les statistiques en Guadeloupe, c'est que 30% des entreprises qui sont créées annuellement ne sont faites par des femmes. Oui. Et les entreprises portées par des femmes sont, là encore, c'est des statistiques qui le disent, mieux gérées, puisqu'il y a une meilleure gestion des conflits sociaux, puisque du fait de notre multiples casquettes. C'est vrai ça ? C'est tout à fait. Donc, depuis 6 ans maintenant, la BNP Paribas, qui est partenaire du concours au niveau national, a mis en place un observatoire de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, ce sont effectivement les constats qui sont faits. Et donc, du coup, et c'est aussi des points de PIB pour les territoires, puisque elles sont plus pérennes et les entreprises permettent de faire plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, par intérêt purement sociétal, les femmes doivent devenir des boss. Alors, les boss femmes, les femmes boss ou les femmes boss recrutent d'abord des femmes ou recrutent aussi des hommes quand même? Les femmes boss sont bienveillantes. Donc, elles ont à cœur de respecter l'égalité homme-femme dans la balance 50-50. Oui. Mais naturellement, bien sûr, sachant que notre genre gère de façon optimale, il y aura peut-être à compétence égale une préférence à la femme. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Laurence, combien d'hommes il y a dans l'entreprise? Sans réfléchir. Ils sont en minorité, il faut l'avouer. Voilà, c'est la discrimination. Non, c'est pas de la discrimination. Il faut savoir que dans les candidatures, il y a une grosse majorité de public féminin. Après, bon, voilà, ça dépend des secteurs. C'est ce que j'allais dire. Moi, pour des postes de vendeur, j'ai reçu quasiment que des femmes en entretien. Ah bon? Oui. Oui, voilà. Même en pâtisserie, c'est vrai qu'il y a plus de candidates féminines. Et autant de glaneurs ou de glaneuses? Alors, dans notre équipe donc 100% locale, nous avons plus de femmes dans notre petite équipe. Et pour les glaneurs, eh bien, je crois que c'est un peu 50-50 parce que les gens viennent en famille. Donc, les hommes portent et les dames glanent. Regarde. Excusez-moi, je rectifie. Ils sont 3 parce qu'il y a un nouvel apprenti. C'est rattrapé. Voilà. Maintenant, ils sont 3. Je suis bien placé pour parler parce que dans le ZC, l'émission qu'on fait, on était 4 hommes et 15 femmes. Ah.
Tu vois, donc. Et c'est le hasard. Mais nous sommes, c'est la Et même en général, les femmes, elles sont Non. carrées, elles sont précises, Organisé. organisées et régulières, sérieuses, et on travaille bien avec elles. Ouais. On n'a jamais de mauvaise surprise. Et puis bon, c'est vrai que majoritairement à l'échelle Voilà, de la c'est ça. planète, Nous hein, sommes plus statistiquement, on est plus nombreux. C'est ça. Hein, voilà, Oui, donc on est ça, obligé de... bon. Je voulais dire un mot sur la notoriété, donc effectivement les témoignages le prouvent, mais au niveau national, le gain, c'est aussi de l'achat publicitaire, puisqu'il y a 30 000 euros d'achat au niveau national, donc les lauréates nationales, hein, donc là qui vont participer le 22 septembre prochain, gagnent 30 000 euros en valeur d'achat d'espace et un accès premium aux accompagnements BPI France. Mais depuis 4 ans, donc, puisque j'ai participé à cette manifestation et j'ai proposé l'opportunité de l'offrir à nos territoires, je travaille en fait pour faire aussi montrer au niveau national que le territoire aussi de la Caraïbe et des deux Amériques est aussi un marché énormément potentiel. Donc les projets aussi qu'on cherche ont pour vocation à pouvoir aussi, on parle souvent d'une expansion au niveau national, mais pas que, au niveau mondial et sur ces territoires-là. Donc on gagnera aussi, je serais vraiment très flattée d'avoir aussi des projets qui puissent avoir une dimension interrégionale, déjà Antilles-Guyane, mais aussi à l'échelle de la Caraïbe, puisque là, on aura véritablement un rayonnement de ce côté de l'Atlantique. Parfait. Bon, bienvenue, welcome pour les boss. Et on va s'en Thank souvenir. you, mister. On attend la 5e édition l'année prochaine. Oui, on y croit, on y croit. C'est déjà en cours. Alors là, on est à la 4e édition, et oui, selon toute vraisemblance, il devrait déjà y avoir une 5e On verra l'année édition. prochaine pour la 5e édition. Oui, En tout cas, on vous remercie d'être venu. Et Oui. puis il y a beaucoup de femmes en fait qui ont des idées, qui veulent se lancer et qui n'osent pas. Oui. Alors nous le sommes slogan. là pour leur dire d'y aller. Allez-y, bah, Allez-y. oui. C'est Donc bien ça, elles ont c'est bien ça le osé, slogan. vous voyez qu'elles ont osé, donc maintenant, Elles c'est ont osé, pourquoi pas faire. pourquoi vous. Voilà. Oui. Exactement. Bien, vous avez osé venir aussi. Sauf bien. Jessie n'a pas osé par contre. Enfin, elle est en back-office, bon, c'est pas grave. Mais elle met en valeur, Elle met en valeur. sa brillante Je sais. équipe. Non, mais- Et c'est ça aussi. C'est ça aussi. Le management au féminin, c'est aussi savoir aussi rester en retrait pour porter les compétences. Tout à fait. Et savoir ne pas toujours occuper le devant de la scène. Donc ça aussi, c'est le management Enfin, au féminin. félicitations. En En tout cas, merci à vous. Et puis je goûterai avec plaisir du VG. Oui. Et vous viendrez glaner. Ah, bien sûr, on m'invite à glaner un jour. Mais vous êtes le bienvenu, Mais monsieur. c'est quand Jessie m'a promis des choses, j'attends. là. Ah non, mais il faut pas attendre. Vous Ah, il faut devez pas venir, bottes, gants, sécateur et chapeau. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci C'est beaucoup fini pour pour l'invitation. aujourd'hui. On revoit notre proverbe du jour encore avant de se quitter. On rappelle rapidement qu'on a reçu Jacques Bangou en début d'émission avec Leslie Lopin pour parler un petit peu de l'aménagement de l'espace communautaire. Vous savez que les choses vont changer dans la région pointoise puisqu'on va devoir délocaliser beaucoup de gens puisque l'eau est en train d'avancer sur Pointe-à-Pitre. D'accord. Et peut-être même demain, ce studio peut être sous l'eau. Hein, C'est vrai. parce que je rappelle que Jarry est sur l'eau. Et il ne faut pas l'oublier. Et donc, Cap Excellence est en train, avec le SCOT, de faire ce qu'il faut pour que les gens soient informés et qu'on commence pour petit à petit à changer un petit peu le logiciel. Bernard Saint-Julien, l'administrateur du syndicat Initiative du Moule, est venu nous parler d'une manifestation qui se fait mercredi avant le carnaval, pas le carnaval, la mi-carême. Ce sera sur le marché du Moule et des artistes très nombreux, enfin je ne vais pas tous les citer, mais c'est Brigitte Zabarel qui a lancé ce concept et ça marche. Kenny est venu présenter sa dernière chronique aux ZCL et avec vous, avec un panel de femmes qu'on félicite. En tout cas, on est bien content de vous retrouver. On va vous retrouver sans doute l'année prochaine. Et puis, on a parlé aussi de la réélection au Lamentin de Jocelyn Sapoti. Bon, c'est pas une grosse surprise. Bon, enfin, il y avait un match à 3. Finalement, il a gagné. Il y a une réunion de quartier à Rivière-Sens parce que la situation est assez embêtante, un peu comme au Gosier, où des navires accostent dans la mer, où là où les gens se baignent. Et puis, le lendemain, l'eau est sale. Et donc, il va falloir changer ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Jordan. Et puis, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition du ZCL News en direct de Canal 10, de C10 FM, la radio et de RHT. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous, aussi nombreux.
Voilà, il est 13h07, retour sur le plateau du ZCL News. On va saluer l'arrivée de M. Bernard Saint-Julien. Bonjour. Oui, bonjour M. Zandonis. Bonjour également aux téléspectateurs de Canal 10. Bonjour à la Guadeloupe et bonjour à la population moulienne. D'accord, on va parler du moule dans un instant. Et puis Jean-Luc Divial, chronique d'Amisso. Bonjour. Beauté. Beauté. Et bonjour. On va parler du bouquet. Alors, Monsieur Saint-Julien, la première fois que je vous reçois en direct, je suis bien content de vous recevoir. Alors, le moule, comment ça va au niveau du syndicat d'initiative? Quoi de neuf? Alors effectivement, le syndicat d'initiative de la ville de Le Moule se porte très bien puisque nous avons une devise justement d'animer le territoire et c'est la raison pour laquelle que je suis ici cet après-midi pour parler un petit peu de la première édition que nous avons intitulée Zikemas qui se déroulera le 23 mars 2022 sur le territoire de la ville de Le Moule, je peux vous dire à la veille de la Bicarême, à la rue du Général de Gaulle, et je peux vous dire que c'est un projet qui est porté par Mme Brigitte Zabarel et dont les 17 membres du conseil d'administration du syndicat d'initiative l'ont analysé et nous avons estimé que ce concept est fort intéressant. C'est la raison pour laquelle que nous avons validé le projet pour permettre aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants, mais aussi à nos artistes locaux d'être aussi des acteurs de cette manifestation, puisque nous avons voulu qu'ils aient une meilleure visibilité. Nous considérons qu'aujourd'hui, dans ce concept, nous voulons que ces artistes se produisent, mais en ayant quand même des instruments différents, c'est-à-dire un tambour à masse, pour leur permettre d'avoir leur meilleur tube, mais sans toucher à leur mélodie. Nous avons voulu mettre ce concept qui est totalement original pour permettre justement encore à cette ville que vous connaissez qui est une ville très attractive et je voudrais par le biais de ce micro déjà remercier ce conseil municipal qui nous accompagne et je rappelle que ce conseil municipal est dirigé par Madame le maire de Louis-Gabriel Carabin qui nous accompagne dans ces projets pour nous permettre de réaliser de belles choses pour le Moule mais pour la Guadeloupe tout entière puisque nous voulons comme vous le savez être la capitale de la Guadeloupe. J'ai bien compris ça. Il y aura beaucoup de capitales en Guadeloupe. Alors, en ce qui concerne cette manifestation de mercredi, comment musicalement ça va se mettre en place? Alors il faut savoir que le marché du Moule est animé par bien sûr le syndicat d'initiative. Alors le marché c'est tous les mercredis. Le marché c'est tous les mercredis à la rue du Général de Gaulle, je le précise bien. Alors effectivement, ce marché va débuter comme d'habitude à 16h et bien sûr après, à 18h, nous aurons ces artistes qui vont nous faire vibrer. Parce que nous avons voulu, en quelque sorte, donner à ces artisans, ces commerçants, ces personnes qui représentent quelque chose de cher pour nous dans la ville de Le Moule, d'être vraiment, vraiment présents par rapport à cette crise sanitaire que nous avons connue et qui a quand même blessé, je dirais, a créé des brèches sur cette population. Alors c'est un moyen pour nous de les féliciter, mais pas pour qu'ils aient une meilleure visibilité, permettre justement qu'à la population vienne vers ces personnes qui représentent vraiment aujourd'hui quelque chose de très important pour nous, la ville de Le Moule. Oui, alors c'est un nouveau concept, il faut saluer l'initiative prise par Brigitte quand même. Alors effectivement, je l'ai dit en préambule, alors Brigitte Zabarel, Madame Brigitte Zabarel, pour être beaucoup plus clair, nous a présenté ce projet et je peux vous dire que les 17 membres du conseil d'administration se sont penchés rapidement. Nous avons analysé le projet et nous avons estimé qu'il tenait la route et c'est la première édition. Je rappelle encore une fois, le marché de Le Moule est le plus beau marché de la Guadeloupe. Extraordinaire. Merci. Vous êtes un vrai moulien, vous. Oui, je suis un moulien et c'est la raison pour laquelle, que vous savez, Madame le maire, que je félicite, est toujours présente pour nous accompagner, pour nous permettre encore de dorer le blason de la ville de Le Moule. Et c'est la raison pour laquelle que je suis sur ce plateau pour parler de cette édition, mais je voudrais également féliciter notre présidente, Madame Peggy Narasson, féliciter aussi Madame Bettina Viral, qui est la référente de cette manifestation. Nous avons effectivement une équipe
Mais autour du syndicat d'initiative, nous avons les affaires culturelles, nous avons l'animation, effectivement, de la commission des fêtes. Toutes ces personnes sont avec nous pour nous permettre de réaliser ce beau rêve, ce bébé. Vous n'avez pas oublié Mme Pernel, quand même. Mme Pernel n'est pas oubliée. Nous sommes Mouliens. Les Mouliens sont unis. Vous l'avez prouvé tout à l'heure, quand vous m'avez entendu en préambule. J'ai voulu, à travers votre micro, dire combien nous sommes unis à Moule pour pouvoir réaliser de très belles choses. Alors, le public qui viendra, alors c'est le public qui est déjà sous le marché, mais il y aura d'autres personnes, parce que vous savez bien, comme on dit, des pénis musiques, alors, effectivement, nous aurons effectivement un public que nous connaissons déjà, mais je me permets de le dire que nous invitons toute la population de la Guadeloupe pour découvrir ce nouveau concept. Proposé par Mme Brigitte Zabarel, encore une fois, que je remercie, et qui nous a permis justement de peaufiner avec elle pour qu'on ait cette touche musicale, mais aussi que ces artisans, ces commerçants, soient quand même aujourd'hui la vitrine de Le Moule, puisqu'on a besoin de ces personnes. Et je veux que cette population se déplace pour leur permettre d'écouler leurs produits, pour leur permettre justement d'y croire que nous aurons vraiment des lendemains meilleurs. Alors, c'est à partir de 19h. C'est à partir de 18h, effectivement, pour les artistes. Pour les artistes, alors jusqu'à 21h. 21h. Vous avez le nom des artistes qui sont prévus? Ah, bien sûr, bien sûr. Je ne vous cache pas, nous aurons effectivement Ronnie Théophile. Nous avons Jean-Marc Ferdinand. Nous avons également Patrice Human, Sandra Nègre, Teddy Pellissier, Jocelyne Labille, Frédéric Lozio, Jimmy Desvarieux, Anzala, Jimmy Ramassami, Martine Damaso, Pascal Lato, Wilfried Fussy, Elivio Pino, Mouvement culturel Razin. Alors effectivement, ce beau plateau, et je peux vous dire, M. Zandronis, j'ai quand même eu la chance de regarder ces personnes en répétition qui préparent un plateau pour nous. C'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois qu'on verra ça, une Guadeloupe qui va bouger avec la ville de Le Moule. C'est payant ou c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit en plus. C'est gratuit en plus. Véritable cadeau pour très beau cachet pour nous. Merci. Merci, M. Zandronis. De votre enthousiasme. Et j'espère que la population a senti chez vous l'envie de mettre en avant ce qui va se passer mercredi. Tout à fait. Et je demande à cette population effectivement de répondre à cette belle invitation. Voilà. Merci, M. Zandronis. 13h14, on se retourne vers Jean-Luc pour sa chronique habituelle. Générique, c'est parti. Ida Misso. Est-ce que c'est prêt? Oui, Jordan. Jean-Luc, c'est le deuxième épisode, on va dire, de ce dont on a parlé la semaine dernière. Non. Avant. On va reprendre. Mais je voulais d'abord revenir et saluer et remercier tous ceux qui m'ont fait l'amitié de participer à la présentation que j'ai faite vendredi au Big Santé devant le CHU en guise de soutien. Mais c'était l'occasion aussi d'une refondation et de se pencher sur notre façon de soigner et de comprendre pourquoi nous avons une médication qui repose sur les remèdes gaziers et pourquoi ça fonctionne. Et de comprendre un peu le sens caché sur lequel repose cette approche de la médecine traditionnelle. En plus, nous avons fait un passage sur la médecine ancestrale. Donc, nous avons beaucoup parlé de cela et nous avons parlé aussi du niveau d'avancée technologique de nos ancêtres en matière de médecine et en matière de sciences. Et donc, nous avons vu que, par exemple, depuis 6000 ans, le système selon lequel la santé est organisée dans le monde, repose sur le système qui avait été fondé par nos ancêtres. Et nous avons vu un peu... Les Égyptiens étaient très avancés en matière médicale. Absolument, absolument. C'est ce que nous avons découvert. Et puis, déjà, à la 3e dynastie, nous avons une femme qui est présidente du Conseil de l'Ordre, qui est directrice des femmes médecins et qui est réputée. Et aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. On a perdu ces notions. Mais quand on voit que nos grands-mères et tout ça sont douées
douées dans les remèdes rasiers, elles sont douées aussi pour tout ce qui concerne les soins du corps, frotter le corps et tout ça. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Oui, ça a une origine. Voilà, ça a une origine. Et donc, c'était l'occasion de faire le point et surtout de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela, de cette approche comment on peut se reconstruire autour de nos savoirs endogènes. Et je pense que c'est une rencontre qui a beaucoup, beaucoup plu. Et donc c'est à refaire. À refaire et à poursuivre sur d'autres thèmes, certainement. Mais j'ai omis de parler de quelque chose, donc je voulais compléter, puisque en ce qui concerne notre approche de la médecine, on s'aperçoit en fait que nos ancêtres ont pratiqué la dissection. Et je voulais expliquer encore, pour terminer cette approche, le volet sur une partie de notre anatomie qu'on a du mal à déchiffrer. Donc je voulais revenir là-dessus. Je pense que ça satisfera tout le monde. D'accord. On y va. C'est parti, Jordan. Alors, on a un mot qui désigne une partie du corps qui s'appelle bouquette. Oui. Et bon, on se dit, ça, c'est un lien avec le bouquet. Quel lien ça peut avoir? Pourquoi ça s'appelle comme ça? En réalité, c'est une partie qui désigne une toute petite parcelle du plexus solaire. Oui. Hein? Et quand on va dans le dictionnaire, on s'aperçoit en fait que la définition est donnée pour arbre de vie, bouquet. Et la définition dit « Tini moun kakwe » dans l'estomac, à chaque monde qui habite, il y a crié bouquette, ou bien merci bouquette à douette, les malades ou pas sous forcé, bouquette à penché. Donc, on a deux informations, c'est-à-dire que l'observation de cette partie du corps renseigne sur le niveau de santé de l'individu. Mais est-ce vraiment une croyance? Parce que là, la définition dit « nous kakwe ». Il faut comprendre conceptuellement, pour nos ancêtres, pourquoi on appelle cette partie-là bouquette? Oui. Sur quoi cela repose? Est-ce une croyance ou est-ce une réalité? En tout état de cause, on s'aperçoit en tout cas que la définition ne répond pas à deux questions fondamentales. Pourquoi cette partie du corps humain est appelée bouquet et pourquoi cette relation est faite entre cette partie de notre anatomie et le végétal. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir répondre à cette question. Et répondre à cette question, c'est s'apercevoir que c'est un savoir qui date de plusieurs millénaires, qui est chez nous et dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui. Et il est temps, en fait, d'investiguer pour comprendre. Donc, avec l'image suivante, vous verrez à quoi ça fait appel. Alors, déjà, on va rappeler la notion de sémantaxe pour dire qu'il y a une logique interne par laquelle nous lions les idées aux mots et elle repose sur la façon dont les individus observent leur réalité et la traduisent en mots et en phrases. Elle est donc spécifique et ne disparaît jamais. Ça veut dire que ce sur quoi repose notre façon d'organiser nos mots, d'organiser notre pensée, repose sur la pensée de nos ancêtres il y a plusieurs millénaires. Et ça ne disparaît pas, c'est comme l'ADN. Oui. En réalité, la partie qu'on appelle bouquette désigne ce qu'on appelle l'épigastre. Hein? Donc, il y a une logique d'observation et on peut se demander, mais à quoi repose cette partie du corps pour nos ancêtres? Quand on observe, eh bien pour ça, il faut faire la dissection. Ça veut dire qu'à un moment donné, nos ancêtres ont pratiqué la dissection. Et vous allez voir qu'il y a une partie qui s'appelle le processus xiphoïde. Eh bien, c'est justement cette partie qu'on appelle le bouquet. Parce que, suivant l'effort qu'on a fourni, eh bien, cette partie peut bouger et avoir des conséquences sur la santé. Et donc, c'est un point de l'ostéopathie aussi, n'ayons pas peur de le dire. Et donc, on va voir que, conceptuellement, on s'aperçoit en fait que le plexus solaire, eh bien, c'est un lieu de rassemblement où s'unissent et se regroupent les côtes. D'accord? Et c'est là le point qui va nous permettre, alors on l'appelle aussi apophyse xiphoïde, hein, cette partie dont je parlais, mais c'est le lieu de rassemblement. Et c'est sur ce point-là qu'il faut revenir. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'un bouquet? Vous prenez plusieurs fleurs et vous les rassemblez, et l'endroit où vous nouez, eh bien, devient le lieu de rassemblement.
Donc vous avez compris un peu l'association. Donc ça veut dire que pour nos ancêtres, ils percevaient cette partie du corps comme le lieu de rassemblement de toutes les côtes, comme le bouquet qui rassemblait toutes les côtes. Vous voyez? Et donc, est-ce qu'on peut vérifier ceci? Alors, petite image, vous allez voir que le concept d'alliance éthiopienne et l'alliance égyptienne repose justement sur cette notion de nœud autour d'un poumon. Ce que vous voyez comme le vase, là, c'est le poumon. Et c'est ce que vous voyez ici stylisé, qui représente cette alliance. Et donc, on va vérifier avec les mots maintenant, parce qu'il faut apporter une preuve indéniable. Vous allez voir que le mot pour désigner le poumon, en fait, ici, on dit séma. Vous allez voir que ce sont des homophones du mot déjà pour désigner la fleur. Vous voyez ? Donc, il y a une raison fondamentale. En bassa, on va dire sem pour dire la fleur. En konzi, mais on va dire nsom pour dire la fleur. En anglais, on va dire blossom pour dire la fleur. Et puis, on a d'autres racines. Fulu, la fleur. Fure, la fleur. Fre, la fleur. Et vous allez voir, en fait, que ce sont les mots pour désigner le poumon. Souffler, c'est fou. Le poumon aussi se dit foufou, par exemple en bouteille. Et c'est aussi le mot pour dire souma, le nom de la fleur, c'est le mot pour dire embrasser, serrer, tirer à soi, ce que vous avez vu sur le temple égyptien. Lien pour rassembler. Et c'est pourquoi nous, on dit zama pour dire le lien qui sert à nouer les paquets de canne, enfin, anciennement. Soumou, c'est embrasser. Et donc, vous allez voir que c'est aussi les mots du mariage. Donc, voilà pourquoi, dans les mariages, il y a des fleurs, parce que c'est un symbole d'alliance, c'est un symbole de mariage. Donc, dans notre pensée symbolique africaine, le registre de la fleur, du poumon, de l'union, du mariage, du rassemblement sont des homophones. Ce phénomène est constant. Donc, quand l'Africain perd la mémoire de son ancestralité, de son lexique ancestral, c'est sa sémantaxe qui le conduit à solliciter le nom de la fleur du bouquet dans le lexique français pour désigner le plexus solaire. Voilà, c'est un transfert. C'est une forme de métaphore, c'est une forme de poésie. Et donc, voilà pourquoi cette partie, l'épigaste, se retrouve à être désignée par le mot bouquet. Voilà. Donc, nos fauteuses traditionnelles, rendons-leur honneur, sont les héritières d'un savoir extrêmement ancien et c'est par elles que la relation entre le registre de la fleur et l'épigaste s'est répandue. C'est elles qui ont conservé le mot. Sachons ici leur rendre hommage et les remercier de perpétuer ce précieux savoir. C'est tout pour aujourd'hui. Bien, merci Pouyo. Ok, merci Pouyo. 13h24, ne bougez pas encore, M. Saint-Julien, puisqu'on va passer à une réunion de quartier. C'était à Rivière-Sens, de la région de Basse-Terre. On regarde tout de suite ce reportage de Vianney Valverde. C'est parti. On avait beaucoup parlé de la démocratie de proximité, tant pour les réunions de quartier et peut-être demain, si les conditions sanitaires s'améliorent pour les conseils municipaux. Donc c'est se rapprocher plutôt la démocratie vers les citoyens qui ont toujours ce frein psychologique de se déplacer dans les lieux dits officiels. Et pour nous, c'est mieux sentir le terrain, la population, venir vers eux, expliquer ce qui se fait dans les quartiers, apporter des explications sur les problématiques à Gourbert, mais surtout aussi les projets pour Rivière-Sens. Donc c'est l'objet de cette réunion de quartier. Il y a 1001 choses à faire. En ce moment, depuis Noël, on a tous les soirs, il y a minimum 16, je les compte, 16 bateaux qui sont amarrés devant la plage. Alors je ne vous dis pas les excréments qui sont là le lendemain matin. Donc voilà, il y a aussi la route de Vieux-Fort qui est à sécuriser. Alors là, je ne sais pas si elle appartient à Gourbert ou au département, je ne sais pas. Mais voilà, la route où on fait du sport, parce qu'il y a déjà eu des morts, oui. Donc ça, ce sont les plus gros problèmes, on va dire. C'est bien de se déplacer avec son équipe pour venir à l'écoute de la population et aussi mieux se connaître. Donc c'est important aussi d'aller voir les gens, pas seulement ils vous voient dans les journaux, les magazines que vous distribuez,
mais aussi d'avoir ce rapport charnel avec la population, comme je dis, les sentir, voilà, donc échanger et connaître aussi leurs besoins et leur état de forme aussi. Voilà, physiquement, vous les voyez. Progressivement, on va grimper Gourbert en partant de Rivière-Sens, Bisdari, dans, grosso modo, au pire dans 15 jours. Au mieux la semaine prochaine, mais en fonction des calendriers, parce qu'on a une période intense du conseil municipal avec le vote du budget. Mais on pense y être très régulièrement dans les quartiers, de revenir, des retours sur les engagements pris, comment on a pu les respecter. Donc, quartier par quartier, nous allons traverser Gourbert sereinement et on est à l'écoute de la population. Voilà, cette première réunion du maire de Gourbert, M. Claude Edmond. Comme chaque jour, désormais, dans le ZCL, le proverbe du jour. C'est parti. Alors, Zandoli pas qu'à mettre pantalon à Mabouya. Alors, est-ce qu'on connaît le proverbe là, ça? Zandoli pas qu'à mettre pantalon à Mabouya. Ça tellement riche. Alors, traduction là, nous ne pouvons pas, parce que nous avons des gens qui disent nous ne pouvons pas le proverbe, nous ne pouvons pas traduction là, ils ne pouvons pas connaître. Alors, Zandoli pas qu'à mettre pantalon à Mabouya, ça veut dire tu es toi avec tes qualités et tes défauts. Il s'agit de rester ce que tu es. Absolument. Pas changer ou essayer d'entendre notre monde, ou c'est vous, restez vous-même. C'est tout, c'est ça. Voilà, proverbe extrait, bien sûr, du livre de Didier Manet, 365 proverbes de la Guadeloupe. C'est à dingue que nous apprenons ce petit proverbe-là. Et chaque jour, nous avons un petit proverbe pour permettre nous de retrouver ça qui est en nous, pour ne pas perdre ça qui est en nous, justement. Et c'est fondamental, oui. Nous t'ai dit aussi, Jérôme pas fait calbas. Absolument. Jérôme pas fait calbas. Et vous pouvez dire aussi, chien pas fait chat. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien dit. Il y a plusieurs sens. C'est ça qui est dans l'angano. Voilà, 13h28. Deuxième pause, et tout à l'heure, on reçoit Kenisha Mougon pour sa chronique Digital for Progress. À tout de suite. Merci en tout cas. Merci, M. Zandonis. C'est moi qui vous remercie. Donc quand tu regardes dans le film, c'est hein? Non, boisson, moi, tu as un jeu. À part là, on y est bien. Depuis tout petit, votre maman, on y est bien, on s'en It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.